September 1968. Wir sind in einer Musikschule. Es ist sogar eine Hochschule, ja, eine staatliche Hochschule für Musik. Und sie befindet sich in München. Vor 30 Jahren nannte man dieses Gebäude das Führerhaus oder auch das Braune Haus. Seine massiven Säulen, seine schweren, hohen Türen sollten ein neues Machtgefühl auch in Stein und Marmor verewigen. Nun, die Macht ist längst besiegt worden. Aber Stein und Marmor bleiben. Und öffentliche Gebäude von so gewaltigem Maßstab müssen, insoweit sie nicht vorher aus Ärger oder Schamgefühl zerstört worden sind, irgendeine Verwendung finden. Und damit böse Erinnerungen oder gar unglückliche Vergleiche zwischen Vergangenheit und Gegenwart gar nicht erst hochkommen, kommt eine staatlich-politische Verwendung solcher Gebäude heute nicht mehr in Frage. Also welche Gattung des menschlichen Strebens soll da hinhalten? Die Kunst. Natürlich die Kunst. Die Kunst der Musik. In Deutschland stets gefeiert und geehrt, respektabel, neutral, unanfechtbar. Kurzum, die allerbeste Verwendung für Bauten mit ideologisch unangenehmem Anstrich. September 1938 stiegen hier 4 Männer die Treppe empor. Man nannte sie damals die 4 Großen. Neville Chamberlain aus England, Mussolini aus Italien, Edouard Daladier aus Frankreich und der Bauherr und Gastgeber hier, Adolf Hitler. Ein seltsames Quartett. Sie sollten den Frieden retten, diese 4 Großen. Vor 30 Jahren unterschrieben sie hier drüben in diesem Zimmer das Münchner Abkommen. England und Frankreich traten hiermit Gebiete an Deutschland ab, die ihnen gar nicht gehörten, sondern ein völkerrechtlich anerkannter Bestandteil eines Staates waren, mit dem Frankreich verbündet war und über dessen Schicksal bis in die heutige Zeit sie damit eigenmächtig verfügten. Man darf sich vielleicht die Frage stellen, ob wohl in 30 Jahren die 4 Großen unserer Zeit ähnliche Diktionsschwierigkeiten erleben werden wie die überlebenden Zeugen des Münchner Abkommens bei der Aussprache des Wortes Tschechoslowakei. La Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie? La Tchécoslovaquie. Am 30. September, also kurz vor Morgengrauen, wurde das Münchner Abkommen hier unterschrieben. Am 1. Oktober rückten deutsche Truppen, die an der tschechischen Grenze aufmarschiert waren, in Sudetenland ein. 11 Monate später brach der Zweite Weltkrieg aus. Und Churchill rief Chamberlain zornig entgegen. Sie hatten die Wahl zwischen der Schande und dem Krieg. Sie wählten die Schande. Und jetzt haben sie den Krieg. Le président Daladier a 83 ans. Lorsqu'il a accepté de nous recevoir, il nous a demandé avec une pointe d'humour et de résignation: « Croyez-vous qu'il soit bien utile que j'apparaisse dans votre émission? De toute façon, la plupart des gens pensent que le vieux Daladier est mort. » Les Français ont donné dans ces jours terribles la mesure de leur dignité, de leur grandeur et de leur courage. Ils peuvent à bon droit fêter de toute leur âme la paix retrouvée et se faire à eux-mêmes le serment de la mériter désormais chaque jour par leur discipline, leur travail et leur union. Qu'au lendemain de Munich, 80 villes ont décidé de donner le nom de M. Daladier et le mien à des rues, les plus grandes rues de leur cité. Mais nous avons refusé. Nous avons manqué à la parole donnée et c'est dans l'histoire de France un épisode dont il n'y a pas lieu d'être fier. La France était donc isolée. Pouvais-je, dans de telles conditions,
lancer dans la guerre des millions de Français. Je ne l'ai pas pensé. Ayant vécu, ayant agi à cette époque, il entre dans mon propos de montrer comment aurait pu être facilement évitée la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Comment la malice des méchants se fortifia, la faiblesse des bons. Meine Geduld jetzt zu Ende ist. Ich habe Herrn Beneš ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesichert hat. Er hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Und eines kann die Welt hier zur Kenntnis nehmen. In 4,5 Jahren Krieg und in langen Jahren eines politischen Lebens hat man mir eines nie vorwerfen können. Ich bin noch niemals feige gewesen. Und hinter mir! Und hinter mir! Das macht die Weltspitze marschiert jetzt ein Volk und zwar ein anderes als das vom Jahr 1908. En Angleterre, l'été s'annonçait agréable. Le thermomètre était en hausse et les salaires aussi. On dansait le Lambeth Walk. On éprouvait le besoin de se détendre, on avait bien raison. What can't speak can't lie. A new motto for commentators. So let's have some silence studies. There's optimism for you. What a hope at the seaside. Thank goodness we're a sociable nation and can put up with the other boarders for a week or two in the year.
have a Blackpool walk now. The local stage shows have taken it up too. By Grommet's champion. Well, that's holidays with the extra pay which made them just that bit more enjoyable. And when they're over, even if your pockets are a good deal lighter, you'll go back to work with a lighter heart and a lighter tread. Juillet 38, les souverains britanniques sont à Paris en temps cordial. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we should be like a couple of hot tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance you won't nestle. A fine romance you won't wrestle. You're just as hard to land as the Ile-de-France. I haven't got a chance. This is a fine romance. Pendant toute cette période, il y a eu une division de l'opinion publique française en deux grandes parties, si je puis dire. D'une part, ceux qui pensaient, et j'étais de ceux-là, qu'il fallait résister et qu'il fallait ne pas céder à la pression de Hitler. Et d'autre part, ceux qui étaient dominés surtout par la crainte d'une guerre. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, les hommes qui pouvaient exercer une influence quelconque appartenaient à la génération qui avait fait la guerre de 14. Si mes souvenirs sont exacts, au début, l'impression générale était qu'il fallait résister à Hitler. Ensuite, alors, il y a eu une sorte d'évolution, et grâce notamment à une certaine propagande qui a été faite, l'impression générale, ça a été que la crainte de la guerre devait l'emporter. Mais ce débat entre le désir de tenir nos engagements envers la Tchécoslovaquie et puis le désir bien naturel d'éviter une guerre, ça a été au fond le débat qui s'est posé dans la conscience de chaque Français, ou à peu près de chaque Français. En gros, on peut dire que la question du Front populaire également a joué. Et que, parce que Hitler était le grand adversaire du Front populaire, et réciproquement, les gens qui avaient participé au grand effort du Front populaire étaient des anti-munichois. Et que les gens, au contraire, qui avaient craint le Front populaire, et qui avaient craint les attaques du Front populaire contre leur situation ou contre leurs privilèges, si je puis dire, étaient au contraire décidés à s'entendre avec Hitler. C'était le fameux dicton « plutôt Hitler que Léon Blum ». Vous avez voté l'investiture de Daladier? Oui, j'ai voté l'investiture de Daladier en bon radical discipliné que j'étais, mais je me souviens également que j'ai refusé de faire partie de ce gouvernement. Le Front populaire se désagrégeait peu à peu, et le ministère Daladier, avec Georges Bonnet aux Affaires étrangères, avec des choses comme ça ne me plaisait pas. Dès que je suis nommé ministre des Affaires étrangères, je suis nommé le 15 avril 1938, et dès le 25 avril, c'est-à-dire 10 jours plus tard, nous partons à Londres avec M. Daladier, et nous allons tenter de convaincre les Anglais d'être à nos côtés dans le règlement de la crise tchécoslovaque. Je leur ai dit, alors que M. Chamberlain disait qu'il ne croyait pas à une attaque de l'Allemagne contre la Tchécoslovaquie, je lui ai dit, vous vous trompez.
Il n'est pas exact de dire, comme vous le faites, que M. Hitler et son entourage sont disposés à conserver la Tchécoslovaquie transformée en un État fédératif. Ce n'est pas le sentiment du Führer et de ses collaborateurs immédiats, qui constatent que l'emploi rapide de la force leur a admirablement réussi en pays rhénan et en Autriche, et qui souhaitent précipiter la décision au cours des prochaines semaines. Il s'agit purement et simplement pour Hitler de supprimer la Tchécoslovaquie de la carte d'Europe. Quelle serait en pareille hypothèse l'attitude de la France? Elle tiendra à ses engagements, mais s'il n'y a pas eu d'agression allemande, s'il y avait eu une agression allemande, la France aurait tenu ses engagements et serait entrée en guerre. Tout le régime hitlérien, qui était un effort raisonné pour militariser un peuple entier, pour en faire un peuple de soldats, tout ça n'avait de sens que si on admettait que cela devait conduire à la guerre, et à une guerre où on arriverait avec une force, la force énorme que vous donnez tout un peuple galvanisé. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Bauern. Es gibt reiche Leute, die sagen, Reichtum ist eine Last, an der man sehr schwer zu tragen hat. Und keiner sehne sich daher danach, dass er auch diese Last aufgebürdet bekommt. Nun möchte man meinen, wenn Reichtum eine so schwere Last sei, dass sie dann froh sein müssten, etwas abzugeben von ihrer Last. Allein das wollen sie dann doch wieder nicht. So gibt es andere Völker, die sagen, Kolonien sind eine schwere Last. Aber sie wollen von dieser Last nicht abgeben. Sie sagen, Kolonien haben gar keinen Wert. Aber trotzdem wollen sie dieses Wertlose unter keinen Umständen dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Wenn wir heute sagen, dass unser Lebensraum zu klein ist und dass wir daher unseren Lebensraum unbedingt durch Kolonien ergänzen müssen, dann geht so ein weiser Kopf her irgendwo in der Welt und quatscht, was brauchen Sie Kolonien? Kolonien würden Ihnen gar nichts nützen, denn Sie können ja kaufen. So gescheit sind wir auch, dass wir kaufen können, wenn wir Geld haben. Da hätte man uns erst nicht 15 Jahre vorher ausplündern sollen. Dann könnten wir heute kaufen. Bad news go away all round someday in March or May. I can't be bothered now. My bonds and shares may fall downstairs. Who cares? Who cares? I'm dancing and I can't be bothered now. I'm up among the stars, all earthly things I found. I'm throwing off the bars that held me down. I'll pay the piper when I get riper. Just now I shan't, because you see I'm dancing and I can't be bothered now. Prague est une ville inquiète. Hubert Beuve-Méry, directeur du journal Le Monde, était alors correspondant du Temps là-bas. Entre le traité de Versailles qu'il a vu naître et les accords de Munich
qui la condamnait à mort. Il s'agissait d'une république démocratique, au sens que le mot démocratique avait à l'époque, bien entendu, dont les institutions étaient très voisines de celles de la Troisième République. 300 députés, 150 sénateurs, élisait un président de la République, on gouvernait avec un ministère de coalition, le plus souvent, et les chambres donnaient leur approbation ou renversaient le gouvernement. La principale faiblesse, j'y ai fait allusion tout à l'heure, était évidemment cette bigarrure, ce morcellement de la population. Il y avait près de 15 millions d'habitants dans ce pays. Et sur ces 15 millions, Tchèques et Slovaques comptaient pour une dizaine de millions. Les Allemands des Sudètes pour plus de 3 millions 250 ou 300. En tout cas, il y avait là un élément qui permettait à un certain irrédentisme de se développer sur les frontières et que le nazisme allait pouvoir assez facilement exploiter à fond. Est-ce que ce n'était pas une erreur d'avoir bâti cet État sous une forme d'État centralisé à prédominance tchèque? Car c'était bien le cas. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un des grands griefs. On a dit et répété, écrit que c'était la franc-maçonnerie internationale qui avait voulu la mort de l'Autriche-Hongrie pour créer l'État tchécoslovaque. Et la nature des choses voulait également que sur ce territoire de Bohême, de Moravie, de Slovaquie, un État purement national ne puisse absolument pas se constituer, ou alors il aurait fallu chasser des populations importantes, comme ces Allemands des Sudètes qui étaient là depuis très longtemps, ou ces Hongrois. Il n'en était pas question à l'époque. Par conséquent, on faisait un État avec un régime de minorité et les inconvénients que cela peut présenter, ou dans l'hypothèse où cela réussit, le bon exemple que cela peut donner à tous. D'après les renseignements des archives de l'Allemagne fédérale, il s'agirait sans doute de prises de vue truquées par les caméramans du docteur Goebbels. Ungezählte Flüchtlingslager längs der Grenze haben schon über 100.000 Sudetendeutsche aufgenommen. Geht in den nächsten Flüchtlingslager, das hier unten im Zoller, ne? Wir können von hier steigen. Ist weit von der Grenze? Wir sind nicht sehr weit von der Grenze, aber wir sind Freitag, Vormittag müssen wir eben fort. Weil sie uns bedroht haben, sie wollten Waffenhäusen jagen und erschießen. Wenn auch der Grenzschutz sagt halt, geht nur herüber in Reihe, geht nur alle herüber, alle zusammen können doch herübergehen. Der Boden bleibt da, nein, und wir sagen das eine, dass wir den Boden zurückholen werden. Je trouve que dans toute cette affaire-là, Beneš n'a pas été bien inspiré. Il est certain que Beneš n'a pas traité les Sudètes comme il aurait dû le faire. Beneš a voulu, après les traités, faire une Tchécoslovaquie fortement centralisée, à l'exemple de ce qu'avait été la France de 89, car il était plein de l'histoire de France. Ce qu'il y a, enfin, à la charge de Hitler, c'est qu'il voulait supprimer cette espèce d'appendicite de l'Europe, suivant un mot de Göring,
il a fomenté des troubles artificiellement dans le peuple sud, dans les milieux sudètes. Il a fait ce qu'il avait fait en Autriche. Il avait un agitateur en chef chargé d'organiser la révolte, la rébellion, la révolution. Et c'était, si je ne me trompe, un certain Henlein. Et ce Henlein est l'homme qui a, en somme, sur un fond réel, superposé une agitation factice résultant d'un véritable complot arrêté d'avance et commandé d'Allemagne. Henlein war durch seine Turnarbeit sehr populär geworden und sprang damals in die Lücke hinein. Stimmen, dass tatsächlich die Sudeten von den Tschechen geknechtet wurden. Ich will das Wort geknechtet nicht sagen, aber ich will sagen schwer bedrückt. Il n'y avait pas de policiers. Le gouvernement Bénèche laissait faire. Laissait faire, tout à fait. Mais alors, les Sudètes étaient... je pense. Oh. Alors, les Sudètes étaient très libres. Non, je pense qu'il avait dans 7 ans plein liberté. Oui, ils n'étaient pas opprimés. Non. Mais dites-moi, ils étaient antisémites? Non, assez, je pense. Vous voyez mon visage. Oui. C'était quelquefois dangereux. Oui. D'être d'approcher ensemble de Henlein. Je suis allé à un local, près d'un local du parti Henlein. Oui. Et de jeunes Henleinistes qui m'ont vu. Oui. J'avais affaire d'échapper. Vous avez eu du mal à échapper? Oui. Parce qu'ils ont vu votre physique. Physique et ils ont vu Jude. Ici, l'atmosphère était comme en Allemagne. Il y avait des drapeaux, des papillons avec ces gros croix gammées. Avec la croix gammée, oui. La croix gammée. Partout. Oui. Les Allemands qui étaient ici démocratiques n'osaient pas aller à la rue. Sie können, wenn 3 Millionen Menschen in Bewegung kommen, nicht vermeiden, dass A, ein paar Desperados oder B, ein paar Lausbuben, die irgendwelche Dinge nachmachen. Das Hakenkreuz war ja praktisch täglich in jeder Zeitung, das war ja das offizielle Abzeichen Deutschlands. Meiner Überzeugung nach ja, denn ich habe bei Gott einen großen Überblick über die Vorgänge in der Provinz. Ich kenne nicht einen Fall, wo irgendwelche Verantwortliche oder seriöse Elemente in dieser Richtung tätig oder mitbeteiligt gewesen wären. Auch Henlein nicht? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Niemals. Henlein war kein Rassentheoretiker? Nein, in dem Sinne garantiert nicht. Und Frank? Anderer Fall. Ein anderer Fall. Ein anderer Fall. Die Männer sind über die Grenze geflüchtet. Sie wurden dort zusammengefasst. Zusammengefasst in Einheiten. Sie waren kaum bewaffnet. Kaum bewaffnet. Mit Gewehren? Nein, also kaum. Es hat kleine Zwischenfälle gegeben, Scharmützel zwischen Grenzpolizisten und vor allen Dingen zwischen der Staatspolizei, der berüchtigten tschechischen Staatspolizei. Là, il a demeuré Henlein quand il y avait le congrès. Je me rappelle, quand il est revenu du congrès, il y avait une grande foule qui le suivit. Et quand il est entré dans l'hôtel, c'était surtout les femmes. Il était enragé, il était comme hystérique un peu. Et ils sont restés ici et ont crié qu'ils
qu'ils viennent à la fenêtre. Oui. Si je peux vous dire la Richtlinie allemande, lieber Konrad, sei so nett, zeige dich am Fensterbrett. Lasse dich doch einmal sehen, dann können wir nach Hause gehen. Ich war immer berufstätig als Gärtner. Als was? Als Gärtner. Als Gärtner? Ja. Gehört Sie der Nationalsozialistischen Partei? Nein. Niemand? Nein. Das ist später im Reich. Später im Reich dann. Nicht Später nach dem, im Reich? Ja, Wo natürlich Sie nach dem Anschluss wurde ja die Mitglieder der Sudetendeutschen Partei wurden nach dem Anschluss automatisch in die Nationalsozialistische Partei übernommen. Mit automatisch meinen Sie nicht freiwillig? Ja, ich meine, eine andere Wahl stand ja gar nicht zur Debatte. Fiel es Ihnen schwer? Nein, das kann ich nicht sagen. Unser Anliegen ging darauf hinauf, Schutz der sudetendeutschen Substanz gegen die konsequente Assimilierung des Sudetendeutschtums durch Missbrauch der Staatsmacht. Und das war das Konzept Benesch. Ce n'est pas un démocrate. Ce n'est pas un démocrate. Parce qu'il prétend avoir été un démocrate. J'ai ici, oui, si vous voulez, c'est une documentation oui, pour des Allemands en Tchécoslovaquie. Oui. Vous voyez ici, c'est une lettre adressée à Konrad Henlein. Oui. Le 4 octobre, oui, c'est dans le temps de Munich. Oui, oui. Signé mit deutschem Gruß Heil Hitler, Neuwirth. Systematisch ausgebaut. Im nächsten Gebäude die sogenannte Bürgerschule. Nous sommes à Waldkraiburg, en Haute-Bavière, dans une école dont 75% des élèves sont d'origine sudète. Wir glauben, dass dadurch, dass die Schüler diese Dinge selbst darstellen, selbst Le professeur nous explique. Ces modèles réduits ont été conçus et réalisés par nos enfants d'après les gravures d'époque que nous leur avons fournies. Là, vous voyez toute une ville telle que nous la construisions dans les territoires de l'Est. Wir hatten einen Stich aus dem Jahre 1700 und nach dem Stich haben die Schüler im Werkunterricht diese Stadt hier aus einzelnen Klötzeln aufgebaut. Aber in dem deutschen Osten, da sind die Dörfer. La forme des villages variait selon la conflagration du terrain. En Moravie, en Bohème, le long des rivières ou nichés dans d'étroites vallées. Hufe bekommen und da entstand dieses sogenannte Waldhufendorf. Dieses große Bild, das Sie da sehen, gibt also die Vertreibung wieder. Es ist so entstanden, dass eine ganze Klasse, eine ganze Mädchenklasse daran gearbeitet hat. Die Mädchen haben sich zunächst zu Hause erzählen lassen, wie ist das gewesen. Die waren ja damals noch so jung, dass sie doch nicht recht sich mehr erinnern können, was da geschehen ist. Das sind also jetzt so einzelne Szenen, die aus der Erzählung festhaften geblieben sind. Zum Beispiel, dass da ein Kind unterwegs gestorben ist. Oder eine Gruppe von Invaliden. Oder diese sehr schauerliche Geschichte, dass sich unterwegs in der Verzweiflung auch Menschen das Leben genommen haben. Die Mädchen haben sich das nicht nehmen lassen. Sie haben also auch das Kind dort gezeichnet, das auf dem Baume hängt. Und schauerlich wiederum ist hier an der Grenze der von einem Wachturm niedergeschossene. Wir wünschen nicht, dass durch die Wiedergabe solcher Dinge vielleicht Hass und Rache erweckt wird, sondern ganz im Gegenteil. Die Kinder sollen sehen, dass ein derartiges Elend nie mehr über die Menschen kommen sollte.
Vous avez des enfants d'origine sudète? Non. Leurs familles sont arrivées ici à quel moment? En 1945. Pourriez-vous demander à ce petit garçon s'il sait ce que sont les accords de Munich? Jestli víš, co se stalo v Mnichově v roce 1938? Il ne sait pas. Et lui? Lui non plus. Et elle? Non? Non. Sie weiß auch nicht. Gut. La petite fille ne sait pas ou ne sait pas encore. Ses maîtres et ses parents ne lui ont pas encore appris la haine d'un passé récent qui les a fait souffrir. C'est tout à leur honneur. Mais nous les aveugles, nous les irresponsables. Monsieur l'ambassadeur, vous avez été les yeux de la France au-dessus de ce chaudron en ébullition qu'était l'Allemagne nazie. Vos yeux étaient grands ouverts, et que voyaient-ils? Je voyais une véritable révolution s'accomplir sous mes yeux, qui n'avait aucun sens si on n'admettait pas que cela conduisait à une guerre, et si l'on ne voulait pas s'apercevoir que le nazisme, le Troisième Reich, se donnait les institutions les plus propres à donner à ce pays le maximum de sa valeur militaire. Entre les coups de force que Hitler accomplissait, il y avait des pauses pendant lesquelles il essayait de rassurer, il faisait le bon apôtre, il jurait qu'il ne demandait plus rien, qu'il respecterait la paix, qu'il était un homme conciliant, qui avait le sens de l'Europe et des intérêts de l'Europe. Kein Volk kann sich mehr nach Frieden sehnen als das Deutsche. Kein Volk hat aber auch mehr die furchtbaren Folgen von schwacher Vertrauensseligkeit kennengelernt als das unsere. Et puis il retombait alors dans une phase de pré-belliqueuse. Il devenait sombre et menaçant et réalisait des plans arrêtés dans son esprit qui étaient une rupture, une série de ruptures de ses engagements qui ont abouti à un certain moment à la veille d'une conflagration générale qui n'a été arrêtée en dernière minute que par l'accord de Munich. Die Ideale des Liberalismus und der Demokratie in unserem Lande haben die deutsche Nation nicht gerettet vor den schlimmsten Vergewaltigungen, die geschichtlich denkbar waren. Lord Haven, je voudrais simplement que vous reportiez jusqu'en 1934 à la date de votre première rencontre avec Hitler. Quelle impression vous a-t-il faite à ce moment-là? Oui, cette fois-là, Hitler était assez tranquille. Nous discutions une affaire d'armement, si on pouvait se mettre d'accord sur le nombre de...
effectif qu'on permettrait à tel ou tel pays. Et pour ça, il n'avait pas raison de s'exciter beaucoup. C'était d'un homme qui savait son sujet, qui s'intéressait à la discussion, qui était prêt à entendre les autres. Ce n'était pas du tout le dictateur des journaux, à ce moment-là en tout cas. Il ne faisait pas beaucoup de bruit. Au début, il ne voyait pas les ambassadeurs étrangers. Je crois que les diplomates l'intimidaient. C'était un homme d'une vulgarité complète. Jamais, enfin, on aurait dit, voilà, 100 hommes. Là-dedans, il y a une nature puissante, originale. Indiquez-le, trouvez-le. Jamais on n'aurait mis la main sur lui. Si, il avait un magnétisme. Je n'avais pas l'impression d'être devant une personnalité formidable, ni rien comme ça. Ni même pas l'impression de causer avec un homme du monde. Il s'intéressait à une chose. Il était peut-être un peu mystique de ce côté-là. On a beaucoup parlé de son magnétisme. Est-ce que vous y avez été sensible? Non, malheureusement, je n'y étais pas sensible, mais je ne suis qu'un Anglais. Durant toute cette période, le Führer reçoit beaucoup. Et quelquefois, il retrouve ses amis véritables. Pour nombre de Français, encore une fois, de tous ordres et de tous grades, s'il y avait une peste brune, on n'en était pas toujours absolument sûr, il y avait en tout cas certainement un choléra rouge dont il fallait se préserver à tout prix. Et à partir de ce moment-là, la peste brune apparaissait facilement comme une espèce de rempart. Et si les choses allaient tout à fait mal, eh bien, la peste rouge, et le choléra rouge et la peste brune s'expliqueraient ensemble, et puis on compterait les coups. J'ai eu la chance, au bout d'1 an, un peu plus d'1 an, de pouvoir pénétrer directement dans le milieu officiel national-socialiste. Et ceci par un hasard, en faisant un soir un dîner à l'ambassade, la connaissance de la sœur du maréchal Göring. Et grâce à cela, j'ai pu avoir des contacts directs et des conversations avec Göring, qui était non seulement le chef de l'aviation allemande, mais qui était, et c'était ça qui était important pour ce que nous verrons tout à l'heure à propos de Munich, que le deuxième personnage du Reich. Ceci peut paraître étonnant que un capitaine français, capitaine aviateur, jeune encore à l'époque, ait pu aborder aussi facilement ce grand personnage. Une des premières questions qu'il m'a posées a été de savoir si j'aurais un avion à ma disposition. Je lui ai répondu, mais bien entendu, si vous autorisez, est-ce que l'adjoint de l'attaché de l'air ait un avion à Berlin? Il m'a dit non seulement j'autorise cela, mais je vous encourage à le faire. Vous aurez tout loisir pour vous promener au-dessus de l'Allemagne, visiter l'Allemagne et mieux connaître l'Allemagne. Pour un homme de 30 ans, pour un Français, la rue à Berlin, à ce moment-là, qu'est-ce que c'était? Les brutalités nazies, on les voyait? Est-ce qu'on en parlait chez les Göring? Les persécutions, les arrêts de communistes, les camps de concentration, on en parlait? Non, certainement pas là. Mais nous étions très conscients de cela et j'étais moi-même le témoin d'un certain nombre de brutalités. D'abord, nous connaissions l'existence, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de gens, nous connaissions l'existence des camps de concentration. Je me souviens qu'un jour, volant de Berlin à Munich, j'avais survolé Dachau. Et non seulement j'avais observé Dachau, mais j'avais pris d'avion des photographies du camp de Dachau. Bien entendu, ces choses, on n'en parlait pas, ou bien on faisait de vagues allusions à cela. Est-ce qu'en 1938, des hommes comme Chamberlain ne savaient pas qu'il y avait la persécution des Juifs, qu'il y avait les camps de concentration? Ça ne les préoccupait pas? Sans doute, ils savaient ça, sans doute.
ça leur préoccupait. C'est difficile pour moi de défendre la politique de Munich, puisque je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Mais je suppose que dans la tête, il avait l'idée que si on pouvait arriver à un accord avec les Allemands, qu'il y aurait plus d'occasion de faire des pressions sur eux, pour se tenir mieux, pour ne pas faire ces atrocités terribles qu'ils faisaient, je ne sais pas. Est-ce que parmi ces visiteurs, il y en a eu qui lui ont reproché ces actes de terrorisme, cette persécution? Personne, presque personne. Peut-être les dames, Eda Chano par exemple, oui, qui était très franc, qui disait mais tout cela est très bien chez vous, au niveau le plus élevé, mais je ne voudrais pas être parmi les masses. Elle disait ça. Elle a dit ça. Les femmes sont plus courageuses que les hommes alors? Oui, mais n'est-ce pas, il était plus gentil pour les femmes que pour les hommes. Ah. C'était peut-être une qualité autrichienne ou viennoise, je ne sais pas. Charme viennois, il faut croire que tout le monde n'y était pas sensible. Et l'un de ceux qui a le mieux décrit le personnage du dictateur, c'est justement l'homme qui allait tout faire pour l'abattre. Quand le maréchal Foch a pris la signature du traité de paix de Versailles, il fit simplement observer, avec une singulière acuité de vue, ce n'est pas une paix, c'est un armistice de 20 ans. Le choc de la défaite, l'effondrement des lois et de l'ordre établi, le triomphe des Français, firent endurer à Hitler, ce sous-officier convalescent, une véritable agonie morale qui consuma son être. En lui naquirent ces forces spirituelles redoutables et démesurées qui peuvent mener l'humanité aussi bien à son salut qu'à sa perte. La défaite allemande lui paraissait inexplicable. Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen, wir fliegen am Kap. La thèse principale de Mein Kampf est simple. L'homme est un animal guerrier. Dès lors, la nation, communauté de guerriers, est une unité combattante. Le premier devoir de tout pays est d'inculquer à ses masses le nationalisme. L'intelligence n'est pas la chose la plus importante pour l'individu. La volonté et la décision sont les vertus principales. Seule la force brutale peut assurer la survie de la race, et c'est pourquoi l'organisation militaire est nécessaire. La race doit combattre. Toute race qui vit tranquille perd fatalement sa vigueur et périt. Je crois qu'il faut vous rappeler que nous étions à cette époque un peuple fatigué, un peuple qui se rappelait la guerre, et qui se rappelait surtout, même les plus jeunes, le chômage et la misère qui ont suivi la guerre. Et eux aussi désiraient une vie tranquille. Lady Asquith, il n'y a jamais eu chez le peuple anglais de la colère ou de l'indignation contre Hitler? Une seule explosion d'indignation morale populaire. Ça, ce n'est pas provoqué par Hitler, mais par l'invasion de l'Abyssinie de Mussolini. Le peuple anglais était profondément choqué que les Italiens, un peuple civilisé, attaquent un peuple primitif avec du gaz empoisonné.
Il n'y a rien eu de semblable lorsque les Allemands ont repris la Rhénanie, par exemple? Non, aucune réaction quand les Allemands sont rentrés dans le Rhineland. Les chauffeurs de taxi, avec qui je parle toujours, et nous parlons toujours politique, ils sont un très bon index, dites-vous, indice du sentiment populaire. Ils m'ont dit, eh bien, pourquoi qu'ils ne rentreraient pas dans leur propre pays. C'est très naturel. Nous ferions la même chose. Du reste, ils n'ont tué personne. Ils n'ont pas tiré un coup de fusil. Et au moment de l'invasion de l'Autriche? Indifférence. Comparative. Don't talk to me about war. Politics don't interest me. I lost my husband in the last war, and I've got my 2 boys to consider now. Il y avait des gens ici qui avaient toujours l'espoir que ce que Hitler disait était la vérité. C'est-à-dire quand il disait que je ne cherche jamais autre chose que les populations allemandes, on a cru, eh bien, peut-être que c'était vrai. Et ces gens-là ont cru que Munich pourrait durer. Il y avait beaucoup de maisons que je ne fréquentais pas parce que je savais que je ne pourrais pas me conduire comme hôte. Et beaucoup de maisons que je fréquentais, et ceci était aussi arrivé à Winston Churchill, des amis très chers et très proches. J'ai eu une lettre qui m'attendait à la gare avec le chauffeur qui me cherchait, disant, chérie, s'il te plaît, pas de politique. Cela va offusquer mon mari. Est-ce que vous aviez l'impression d'être écarté de toute cette aristocratie? Pas écarté socialement, non. Je m'écartais quelquefois parce que je savais que je ne pourrais pas supporter d'entendre les sentiments qui seraient exprimés dans telle et telle maison. Mais non, pas ça. Seulement, on me demandait de ne pas parler politique. The man who only lives for making money lives the life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boyment. Fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, 'neath the starry sky. Whoa, nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Boy, it is nice work if you can get it, and you can get it if you try. Lady Asquith, 30 ans après, estimez-vous que Neville Chamberlain était absolument sincère dans son désir, dans cette recherche obstinée de la paix? Je suis sûre qu'il était absolument sincère. Pour lui, c'était une politique positive. La politique d'apaisement, n'est-ce pas? C'était une politique de principe et de foi. Je crois qu'à la fin, vers la fin, il s'est presque persuadé qu'il était une espèce de messia. Messia. Est-ce qu'on dit messie en français? Messie. Une espèce de messie qui avait une mission presque sacrée. La mission de sauver les âmes des dictateurs par une charité chrétienne curieusement pervertie. They should be free from fear of violence or injustice. And lastly, they should be able to express their thoughts and satisfy their moral and spiritual needs. Comme homme, il était absolument sincère. Il avait horreur de la guerre, comme nous tous d'ailleurs. Mais c'était difficile pour lui de comprendre combien une mentalité d'un homme, par exemple, comme Hitler, pouvait être néfaste. Je vous donne un exemple. Je me souviens qu'un jour, il m'a dit, vous savez, Anthony, vous êtes trop méfiant. Vous devrez essayer de vous mettre un peu dans leur place. Et je lui ai répondu, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas vraiment ça du tout. Parce qu'ils ne sont pas des types comme nous, pas du tout. On ne peut pas les satisfaire en leur donnant des petits bonbons de temps en temps.
Le seul résultat est que l'appétit vient en mangeant. Il y avait naturellement une minorité ardente qui prêchait la résistance. Winston Churchill, tout le parti libéral, beaucoup de travaillistes. Quoiqu'ils ont un peu... Leur cas a été un peu... comment est-ce que je dis? Oui, parce qu'ils détestaient les dictateurs, mais ils détestaient le réarmement. Donc, ça n'allait pas, les deux politiques n'allaient pas très bien ensemble, n'est-ce pas? Et il y avait quelques conservateurs individualistes, mais c'était des oiseaux rares. Lady Asquith, est-ce que la population anglaise, en 1937-38, savait qu'il y avait des camps de concentration en Allemagne? Ils savaient, mais ils ne voulaient pas le savoir. Il y avait très peu dans les journaux. Et je me rappelle, je tirais l'attention d'une femme extrêmement sensible, pas très politique, n'est-ce pas, à ces horreurs. Elle m'a dit, oh, mais quand je vois le mot concentration, camp de concentration, alors je ne lis plus, je tourne la page, je ne veux pas lire de ces horreurs. C'était ce que nous appelons escapism. Un phénomène d'aveuglement collectif. Oui, ils ne voulaient pas savoir. En 1936, à moins que ce ne soit en 1937, le roi George VI honorait de sa présence un jamboree de braves boy scouts, pas fanatiques du tout. La question qui se posait pour nous, c'est qu'il fallait empêcher que la France doive faire face à ses engagements en faisant en sorte que la Tchécoslovaquie, à ce moment, se sacrifie un peu en lâchant les petites parties, plus ou moins petites, je dirais, des Sudétennes, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce conflit entre l'Allemagne et la France à ce moment-là. Mais il est certain que ce n'était pas une chose agréable pour la Tchécoslovaquie de devoir être d'accord que des parties de son pays lui soient enlevées de cette façon. Mais d'autre part, il avait eu assez longtemps, 2 mois, le mois de juillet, le mois d'août, à discuter avec le chef des Sudétennes, Heinlein, et il n'était pas tombé d'accord. J'ai eu à ce moment-là l'impression que la politique française était de suivre de très près ce qu'on voulait faire à Londres, pour être tout à fait sûr que l'Alliance tiendrait. On a un peu l'impression qu'ils se cachaient derrière Londres, les Français, à cette époque. Comment expliquez-vous ce phénomène? Ça, c'est moins gentil que ce que je viens de dire. Oui. Je ne sais pas s'ils se cachaient ou non, mais j'ai certainement l'impression qu'ils voulaient que les Anglais prennent des décisions, et j'allais même dire les responsabilités. Les gens chez nous, s'ils font une critique pour la politique française, moi je ne la ferai jamais, parce que je trouve que c'était vous qui avez le fardeau, le principal fardeau à soutenir, dans le sens que c'était vous qui avez l'armée, la grande armée. Nous avons 2 ou 3 divisions, pas plus. Et j'ai souvent parlé avec Churchill là-dessus. Nous étions du même opinion. Il n'y a pas de reproche à faire à la France pour cette période-là. Pas par les Anglais, en tout cas. Qu'on respire ces fleurs bleues, un regard qui vous attire ces fleurs bleues, des mots difficiles à dire ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, un rendez-vous en automne ces fleurs bleues, une chanson qu'on fredonne ces fleurs bleues, un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent ces fleurs bleues. Je regrette qu'on ne m'ait pas cru davantage, je ne sais pas si ça aurait changé beaucoup de choses, car
C'est un peu un des traits du caractère français, de ne pas vouloir croire que des choses désagréables et dangereuses vont arriver. Eh bien, souvent, n'est-ce pas, j'ai vu ça dans ma carrière diplomatique. On sait les choses, mais on n'en tire pas les conséquences implacables qu'elles comportent. Les troupes nord-africaines. Les unités motorisées. Plusieurs centaines d'avions évoluent dans le ciel de Paris. Le peuple français acclame chaleureusement son armée. Il voit que les sacrifices déjà consentis pour elle ont porté leurs fruits. Il voudra achever l'œuvre entreprise en portant au maximum la puissance de cette armée, gage de la sécurité de la France et sauvegarde de la paix du monde. Dans les actualités de l'époque, on faisait croire aux Français qu'ils étaient admirablement bien armés. Est-ce qu'on a prévenu la France à l'époque qu'elle était faible? On n'a pas dit à la France qu'elle était faible. On a essayé de l'armer du mieux possible. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur, bien installé devant la grande table. On écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec parissoir et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café. Par terre on avait mis de la sciure de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit, bien installés devant la grande table. Vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer soudain l'addition, vous avez déclaré, moi, j'ai pas un rond. Cette phrase-là, produite en gros effets, où on confisque à tous vos effets, vous étiez fait au... Le président, au moment où vous avez formé votre gouvernement, qu'est-ce qui a fait que vous avez porté votre choix sur Georges Bonnet? Le ministre des Affaires étrangères du Front populaire était Paul Boncourt. Or, Paul Boncourt était notoirement anti-allemand. Oui, si vous voulez. Vous savez, j'avais à choisir un ministre des Affaires étrangères. Et j'ai demandé l'avis d'Herriot, qui m'a dit, je lui ai expliqué que j'hésitais entre deux hommes. Entre Boncourt d'une part et Bonnet d'autre part. Il m'a dit, ben, moi je pense que Boncourt a beaucoup de métiers. De l'autre côté, si vous avez besoin des États-Unis, Bonnet vient d'y être ambassadeur, il pourrait vous être utile. Mais à cette époque, il n'a pas été question de Tchécoslovaquie. Ni avec Boncourt, quoi qu'il raconte, ni avec Bonnet. J'ai fait mon gouvernement avec une extrême rapidité, j'étais très pressé. J'avais deux grandes grèves, celle de la métallurgie parisienne, celle des usines d'aviation. J'étais préoccupé d'en finir, d'aller tout de suite devant la Chambre et de régler la question où j'avais l'investiture, où je ne l'avais pas. J'ai pas fait de discours en formant le cabinet. Ça a été extrêmement rapide. Ce qui est vrai, c'est que Boncourt, à mon avis, dans sa position parlementaire n'était pas aussi brillante qu'il le croyait. Je suis même persuadé du contraire. Alors que Bonnet avait des appuis d'un certain côté du Parlement. Alors que Bonnet avait tout de même, n'est-ce pas, été ministre des Finances, il avait fait un effort. J'ai la fierté de constater que la situation technique des finances est redressée. Mais l'effort technique ne suffit pas.
Dans les circonstances si graves où nous sommes, il importe que toutes les énergies civiques se rassemblent pour le salut du pays. Et il avait des appuis dans la classe moyenne, et même, je dois le dire aussi, dans l'industrie, dans la finance. Il représentait donc des milieux qui étaient tout à fait... Des milieux dont j'avais besoin. Oui, tout à fait utiles au gouvernement. Dont j'avais besoin. Il y a eu d'abord un phénomène de propagande en faveur de Munich. Et puis il y a eu également les réticences anglaises, les résistances anglaises, qui ont été, je crois, un des éléments prédominants dans la pensée de Daladier, notamment. Et il y a eu toute une orchestration. Voilà la situation en gros. Je dois ajouter que cette analyse est peut-être un peu grossière au sens exact du terme. Car dans la gauche, il y avait des gens qui étaient partisans de s'entendre avec Hitler. C'était le cas, par exemple, de Paul Fort, ou même de certaines personnes, de certains anciens combattants extrêmement, d'ailleurs, honorables par d'autres points de vue, mais qui avaient tellement la hantise de la guerre qu'ils ont fait passer cette hantise avant le désir de résister à Hitler. C'est donc uniquement en gros que l'on peut dire que l'extrême gauche et la gauche étaient pour la résistance à Hitler, alors que la droite était prête à faire des concessions, et les plus grandes concessions, pour éviter la guerre et pour ne pas revenir au Front populaire. Je suis partout. Candide, Gringoire, l'Action française. Toute la droite française n'était pas complice du fascisme, loin de là. Mais cette presse-là tirait quand même à des centaines de milliers d'exemplaires. Articles signés Léon Daudet, Robert Brasillac, Pierre Gazotte, quelquefois Charles Maurras. On tapait sur le métèque en préparant déjà la collaboration. Comment a-t-on été contraint d'aboutir à la conférence de Munich? Depuis le début du mois d'avril de 1938 jusqu'au 25 septembre, jusqu'au 25 septembre, nous n'avons recueilli que des déceptions, que des désillusions. Nous traversons sans conteste une période troublée qui ébranle les plus optimistes. L'année 1938, qui est une année de transition heureuse, est gouvernée par la planète le Soleil, planète bénéfique par excellence. Nous pouvons donc, pour l'avenir, fonder de nombreux espoirs qui ne seront pas vains. Commerçants, rentiers, travailleurs connaîtront des périodes de quiétude. Je puis affirmer dès à présent, sans peur de me tromper, pas de guerre civile en France et pas de conflagration générale en Europe. Ist es nicht wie ein Wunder, dass ein einfacher Weltkriegsgefreiter die Häuser der Hohenzollern und Habsburger abgelöst hat? Sie, von denen Ungezählte ihr deutsches Vater- und Mutterland überhaupt noch nicht gesehen haben, sie wollen wir in diesen festlichen Tagen in Breslau ganz besonders fest in unser deutsches Herz hineinschließen. Eine stürmische Revolution ist über dieses Land hinweggebraust. À Prague, c'est le printemps. Mais après l'Anschluss, le regard du Führer se porte déjà ailleurs. Beneš entame des négociations avec le parti Sudette. Pendant ce temps, Konrad Henlein va chercher ses instructions à Berlin. De Londres, on envoie Lord Runciman pour jouer les arbitres et éviter la casse. Dans toute cette période où il apparaît
que Bénèche peut peut-être arriver à un accord, en accordant de larges concessions, une autonomie à ces gens qui ont souffert d'être sous ce qu'ils appellent la domination tchèque, nous estimons qu'il est parfaitement possible d'arriver à un accord avec eux, et cela, nous le souhaitons. J'ai reçu des informations inquiétantes au cours du mois de mai. Oui. Et c'était après la soi-disant crise du week-end, pendant laquelle l'armée tchécoslovaque avait été partiellement mobilisée, oui, que j'ai su qu'une conférence avait été convoquée par M. Hitler, dans laquelle il avait fait public à ce cercle restreint ses plans d'attaquer la Tchécoslovaquie. J'ai appris aussi que le préambule du CAVER a été changé entre le 20 et le 30 mai. Le 20 mai, le préambule était encore conçu comme ceci. Il disait que ce n'est pas mon intention d'anéantir la Tchécoslovaquie dans un avenir proche sans une provocation. Et après la crise du week-end, c'est-à-dire après cette réunion aussi du 28 au 30 mai, le préambule a été changé et était conçu comme ceci. C'est ma décision absolue d'anéantir la Tchécoslovaquie encore au cours des mois prochains, en automne. Ha ha ha, ha ha ha, he he he, you think the laugh's on me? They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. Ni à Londres ni à Paris on ne connaît l'existence du CAVER. Mais le lion britannique est soucieux. Le lion britannique s'agite. On redoute l'échéance du congrès de Nuremberg. Entre mai et septembre, la crise est ouverte. Chamberlain alors nous explique que malgré le manque de dignité que ceci semblerait provoquer, il décide de demander audience avec Hitler. Hitler accepte et comme résultat, il part pour Munich et voit Hitler pour la première fois le 15 septembre. À Berchtesgaden. My policy has always been to try to ensure peace. And the Führer's ready acceptance of my suggestion encourages me to hope that my visit to him will not be without result. Lettre de Chamberlain à sa sœur Ida, 19 septembre. Chère Ida, dès notre arrivée au Nid d'Aigle, mon attention fut attirée par un général de haute taille et d'allure fort sympathique. C'était le général Keitel, pendu à Nuremberg. Je dis alors à M. Hitler, je savais cette demeure vaste, mais pas à ce point. Vous êtes, me répondit le chancelier, vous autres Anglais, pourtant des spécialistes en matière de grandes demeures. C'est vrai, lui dis-je, et je serais ravi que vous veniez les visiter. Croyez-vous, me dit M. Hitler, que ce soit le moment rêvé? Bien, choisissons-en un autre, lui ai-je répondu, et il n'a pas dit non. La campagne, chère Ida, est dans ce pays fort attrayante. Votre affectionné Neville Chamberlain. I'm going to have another talk
with Herr Hitler. Only this time, he has told me that it is his intention to come halfway to meet me. He wishes to spare an old man another such a long journey. À Londres, comme à Paris, il existe des gens qui refusent, qui ne croient pas à la paix pour 100 ans. Mais le temps n'est pas à la résistance. Chamberlain reprend le chemin de l'Allemagne. When I was a little boy, I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again. That's what I'm doing. Après avoir fait son exposé, n'est-ce pas, il avait l'air de dire, n'est-ce pas, est-ce que j'ai bien travaillé, comme Miss Tinguette qui disait, est-ce que je l'ai bien descendu, l'escalier. Oui, c'est ça. Alors, quelle a été la réaction d'Hitler là-dessus? Et Hitler disait, maintenant, malheureusement, je suis navré, monsieur le chancelier, monsieur le Premier ministre, mais cette solution ne va plus. Alors, on voyait que Chamberlain était choqué parce qu'il avait bien travaillé, n'est-ce pas? Il disait à Hitler, nous avons rempli toutes vos conditions et maintenant vous nous dites, n'est-ce pas, ça ne va pas parce que il faut aller plus vite. C'est une solution absolument impossible. Vous n'avez rien fait pour faciliter ma tâche, monsieur le chancelier du Reich. En fait, on a l'impression qu'il ne concédait rien du tout dans toute cette histoire. Depuis le début, depuis Berchtesgaden jusqu'à Munich, en fait, il voulait annexer le pays sudète. Et puis oui, certainement, mais dans de bonnes conditions, comme disait Chamberlain, dans l'ordre et dans la tranquillité, sans avoir recours à la force. Oui. Parce qu'il avait dit tout de même dans ses discours, je ne sais pas, dans une de ses conversations, n'est-ce pas, je vais écraser les Tchécoslovaques, je vais entrer en Tchécoslovaquie avec mes armées. Et il avait dit à un moment donné aussi, si j'accepte le territoire à occuper ou à transférer dans sa forme actuelle, je fais déjà un compromis parce que si je si je faisais ma propre solution, j'occuperais un territoire beaucoup plus considérable que celui qui m'est offert maintenant. Oui. C'est un homme très conciliant, ça. Ah oui, mais il a fait des concessions, si vous voulez, dans le temps, oui. N'est-ce pas, en ce qui concerne les délais, oui. Et en ce qui concerne l'étendue du territoire occupé, n'est-ce pas? Oui. Vers 2 heures du matin, ils se sont séparés dans une atmosphère assez amicale. Hitler disait à Chamberlain, j'ai vu que vous faites l'impossible pour maintenir la paix et je vous en suis très reconnaissant et je vais moi aussi faire un effort pour voir si l'on ne peut pas quand même résoudre cette question des Sudètes. À Prague, on descend dans la rue. Le peuple tchèque veut résister en montrant sa résolution. Il veut peut-être aussi prouver aux autres qu'il n'a que faire de leur conseil de modération et qu'il compte d'abord sur lui-même. Quelques jours plus tard, mobilisation générale. Cette armée que l'on a dit inexistante était en fait l'une des plus modernes d'Europe.
il décide de nous réunir une fois de plus à Londres. Avant de partir pour Londres, j'ai communiqué la carte de Godesberg que m'avait fait connaître Chamberlain et les conclusions qui en résultaient au Conseil des ministres, qui a été unanime à rejeter les conditions de Godesberg. Nous sommes donc partis pour Londres dans cet esprit. Mais là, déjà, le vent avait légèrement tourné. Et après nous avoir fait un compte-rendu exact et très défavorable de la conférence de Godesberg, Chamberlain a repris cette idée qu'il faudrait tout de même, n'est-ce pas, arriver à un accord. Je crois malgré tout que l'opinion britannique, que celle des Dominions n'a pas changé. Il décide de nous réunir une fois de plus à Londres. Avant de partir pour Londres, j'ai communiqué la carte de Godesberg que m'avait fait connaître Chamberlain et les conclusions qui en résultaient au Conseil des ministres, qui a été unanime à rejeter les conditions de Godesberg. Nous sommes donc partis pour Londres dans cet esprit. Mais là, déjà, le vent avait légèrement tourné. Et après nous avoir fait un compte-rendu exact et très défavorable de la conférence de Godesberg, Chamberlain a repris cette idée qu'il faudrait tout de même, n'est-ce pas, arriver à un accord. Je crois malgré tout que l'opinion britannique, que celle des Dominions n'a pas changé. En tout cas, je voudrais savoir ce que vous feriez. Vous ferez. Est-ce que, je dis, est-ce que, oui. Moi, je dis, si nous rejetons Godesberg, et je ne vois pas comment on puisse l'accepter, et il y a l'unanimité du gouvernement français dans cette affaire, je ne vois pas comment nous pouvons nous incliner. Ce n'est pas possible. Et si Hitler maintient et refuse toute modification, toute tractation, qu'est-ce que vous ferez? Je dis, ben alors je ferai mon devoir. Et alors, Sir Orr raconte ça avec beaucoup d'humour et des compliments sur ma ténacité et sur la clarté de mon exposé. Enfin, c'est bien gentil, je l'en remercie, mais j'ai vécu là aussi quelques heures certainement pénibles. Le lendemain, dans la matinée, Chamberlain m'a pris à part et m'a expliqué qu'il allait faire une tentative auprès de pression sur Hitler. Il était résolu à lui envoyer son principal conseiller politique, Sir Horace Wilson, avec un message qui comprenait deux parties. Une première partie où il rappelait ses efforts et où il souhaitait que l'on arrive à une conciliation. La seconde partie, dont il m'a lu le texte, disait que si Hitler maintenait sa position obstinément, la Tchécoslovaquie avait déjà mobilisé, que le gouvernement français avait fait savoir qu'il exécuterait ses obligations
et que lui et que la Grande-Bretagne seraient dans la nécessité de l'aider. Je me déclarais très heureux de cette déclaration et j'espérais qu'elle aurait un heureux résultat. Sir Horace Wilson a donc pris l'avion. Il est arrivé à Berlin et il a été reçu par Hitler. Mais il a été assez mal reçu parce que les réserves, les amodiations, des transactions de la première partie du message ont mis Hitler dans une fureur telle, dans une telle explosion que Sir Horace Wilson a été tellement interloqué et tellement stupéfait qu'il s'est confondu en protestations et surtout qu'il n'a pas lu la deuxième partie du message qui était la partie capitale. À Berlin, au Sportpalast, le chancelier Hitler prononce une violente harangue. Le monde entier est à l'écoute et son angoisse est à son comble. Eine sagen. Nun treten zwei Männer gegeneinander auf. Dort ist Herr Benesch und da bin ich und und wir sind zwei verschiedene Personen. Als Herr Benesch sie in der Welt eins herumdrückte, in großen Völkerringen, da habe ich als anständiger Soldat meine Pflicht erfüllt. Là-dessus, Hitler a fait une grande manifestation au Palais des Sports, sans connaître la deuxième partie du message de Chamberlain. Voilà la gravité de l'affaire. Et là, alors, il a fait feu de toute son énergie, de toute sa violence, pour dire que le lendemain, il allait entrer en Tchécoslovaquie. Poilus forts à la guerre, ayant senti trembler la terre au plus profond des entonnoirs. Mornes squelettes sans entrailles et revêtus de leurs ferrailles, crânes crevés de grands trous noirs. You people make me tired, always trying to scare us. War is just a remote possibility. Why worry about it? Joined up last time, full of enthusiasm for the war to end war. And what did we get out of it? Nothing. Ce jour-là, quand ayant forcé la porte de Hitler, je suis entré dans la chancellerie, elle était pleine d'officiers généraux, bottés, casqués. Il y avait un grand repas qui était préparé. C'est le jour et l'heure que Hitler avait choisi pour dire, eh bien, c'est la mobilisation générale. Et tous les commandants de grandes unités étaient là. C'est surtout l'ambassadeur de France à Berlin, M. François Poncet, que j'ai pu observer dans son effort, son ultime effort d'éviter le pire, c'est-à-dire les hostilités et la guerre. J'avais préparé une carte le 28 septembre, que j'avais colorée en rouge pour frapper l'œil. Et c'est cette carte qui a fait une très grande impression sur Hitler, qui disait, voilà, c'était une carte faite par des militaires, des gens qui comprenaient leur métier, et cela m'a beaucoup impressionné. Ça faisait une grosse tache rouge, mais c'était pour produire l'effet voulu, à savoir, voilà ce qu'on vous offre. Si vous ne prenez pas ça, vous êtes fou, vous aimez mieux la guerre, mais vous avez à peu près obtenu ce que vous désiriez, alors restez tranquille. À ce moment-là, un officier entre dans la pièce et dit, l'ambassadeur Attolico demande à être reçu immédiatement. Alors Hitler s'interrompt et dit, excusez-moi, je vais voir Attolico et je reviens tout de suite. Et à la porte, n'est-ce pas, Hitler disait à François Poncet, excusez-moi un moment, il a dit Attolico à la porte, je vais le revoir tout de suite. Et dans le couloir, n'est-ce pas, Attolico disait,
j'ai un message urgent du Duce qui vous prie de ne pas mobiliser et d'accepter sa médiation dans cette affaire. Et en rentrant dans la pièce où j'attendais, il dit ces mots caractéristiques. Mussolini, lui aussi, demande une conférence. Et c'était là le point culminant, le point tournant de toute cette affaire. Et c'est à partir de ce moment-là, j'étais sûr qu'il n'y aurait pas de guerre. Je me rappellerai toujours cette séance mémorable du 28 septembre 1938. La Chambre des communes était en vacances et il avait été prévu que si quelque événement important arrive, nous serions rappelés. Et nous avions été rappelés. Nous étions en vacances. On rappelle très rarement les députés en vacances. Vous savez que d'être rappelé à ce moment-là, c'était déjà quelque chose de très spécial. Tout le monde est revenu de tous. Moi-même, j'étais sur la Côte d'Azur et je suis rentré instantanément. La salle de séance était quelque chose d'inouï. Toutes les galeries publiques étaient elles-mêmes bondées. La reine Marie, mère du roi, était dans la galerie des dames. Jean Berlin nous explique qu'il a immédiatement communiqué avec Mussolini, lui demandant d'intervenir. Mussolini intervient et Hitler est prêt à reculer le tout de 24 heures. À ce moment-là, la Chambre était dans ses états. On aurait pu entendre tomber une épingle. On sentait la respiration haletante des députés qui se regardaient l'un l'autre. Et les galeries, naturellement, étaient silencieuses parce que si on fait quelques manifestations quelconques dans la galerie, on vous saisit, vous êtes expulsé. Et à ce moment-là, sans qu'on ait beaucoup noté, quelqu'un fait passer un papier suivant le long des bancs des ministres pour le remettre à Chamberlain, qui le regarde, mais qui ne parle, qui ne dit rien. Et à ce moment-là, il finissait son discours, il dit une phrase, « Et je ne vous ai pas tout dit ». J'ai demandé, et pendant que ce discours, j'ai demandé à Hitler s'il voulait me voir, et je viens d'avoir sa réponse. Il est d'accord que je puisse aller voir à Munich demain matin, et Mussolini a déjà accepté, je pense que M. Daladier acceptera aussi, et alors il a dit la phrase historique, « C'est inutile que je vous dise à vous ce que moi je vais répondre ». À ce moment, une ovation inouïe a lieu dans la Chambre. Les députés se lèvent, les ministres se lèvent, ils agitent leurs papiers. C'était tout à fait comme du confetti qui tombait sur la salle. Il y avait des gens qui ne sont pas levés. Et M. Churchill était un de ceux-là, M. Emery à côté de moi, et moi était des autres. Il y avait certainement 5 ou 6, peut-être plus, qui n'étaient pas enthousiastes. Mais il n'y avait rien plus à dire, parce que Chamberlain était parti pour Munich, et il fallait qu'attendre ce qui allait se passer là-bas. Le soir de son départ, Chamberlain convoque Jan Masaryk et lui fait part de ses intentions. Après un silence, l'ambassadeur tchèque lui répond « Si c'est pour sauver la paix du monde, nous nous résignerons. Mais si vous ne le sauvez pas, que Dieu ait pitié de vos âmes. » « 29 septembre au matin, la brume matinale se dissipe. M. Édouard Daladier, président du Conseil français, prend l'avion au Bourget en direction de Munich.